Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle aujourd'hui de formation, mais former les actifs à la transition écologique. C'est important, on va en parler dans quelques instants avec Claire Kécha. Elle est déléguée générale des acteurs de la compétence, elle est notre invitée. Le cercle RH, le débat de Smart Job. L'IA ruine-t-elle les recruteurs? Oh là là, que le titre est accrocheur. L'IA, le recrutement, les outils de recrutement, mais aussi la manière dont les candidats utilisent l'IA. On va en parler avec deux experts. Michael Diach, il est responsable des études chez Job Teaser. Et Cyril Queno, il est senior partner RH et transformation chez SIA. Et enfin, on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, féminisation et alternance. Deux défis pour former 6000 ingénieurs. Mathieu Carrier sera notre invité et il est directeur des politiques branches au sein de l'OPCO Atlas. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la formation aux enjeux de la transition écologique. Alors, il y a les formations hard skills classiques, mais la transition écologique, c'est important d'éduquer, de prévenir, d'expliquer. On en parle avec vous, Claire Kécha, vous êtes déléguée générale des acteurs de la compétence. D'abord, un petit mot tout de même sur les acteurs de la compétence, qui est un hydre qui comporte combien d'entreprises ? Alors nous avons 1300 adhérents qui couvrent finalement tous les acteurs qui contribuent à développer la compétence des personnes pour la compétence des entreprises et territoires. Donc évidemment des organismes de formation, d'alternance, mais également des organismes qui accompagnent les entreprises ou les individus à travers bilan de compétences, appui aux entreprises, qui créent des contenus pédagogiques, des plateformes, des serious games, ou qui certifient les compétences, on en reparlera, c'est l'un des enjeux. Alors, les acteurs de la compétence s'appuient sur un rapport qui a été publié par le Shift Project. Qui dit quoi en fait ce rapport? Qu'il faut accélérer vraiment sur ces sujets-là? Alors, les acteurs de la compétence, on est membres du Shift Project, on a beaucoup voulu et contribué à ce rapport. Ce rapport dit plusieurs choses. D'abord qu'il est temps effectivement de faire pas mal de choses parce que les organismes de formation, la filière de la formation est mal préparée à répondre aux enjeux de la transition écologique. Je rappelle qu'il y a deux mouvements qui sont à l'œuvre dès qu'on parle de RSE ou d'environnement ou de développement durable. Il y a bien sûr la transition, mais il y a aussi l'adaptation au changement climatique qui, lui, qu'on transitionne entre guillemets ou pas, il est déjà là. Et donc ce rapport visait à couvrir un petit peu tout ce champ-là et voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il fait ressortir un certain nombre de points, j'en citerai 3 ou 4. Oui. Le premier, il y a des initiatives aujourd'hui, il y a des organismes d'information qui font des choses et qui répondent aux besoins des entreprises. Besoins des entreprises qui sont peu apparents, qui peuvent beaucoup mieux faire. J'ai envie de dire, la commande et la demande n'est quand même pas là aujourd'hui. C'est mal identifié, mal cerné en fait. Mal cerné, peu apparent, et un organisme de formation ne va pas non plus répondre à partir du moment où il n'a pas de demande. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas massif. Ça crée pas système. Il y a des formations pour des nouveaux métiers, mais en fait, il ne s'agit pas que de nouveaux métiers. Tous les métiers sont à verdir, et c'est ce qu'on dit, en transversalité. Un commerce doit se préoccuper d'eux, etc. Et pardonnez-moi, sur le plan philosophique, l'idée, c'est quand même d'abord d'ouvrir, d'éveiller les consciences, parce que même si on en parle beaucoup, je n'ai pas le sentiment que toutes les consciences soient totalement au même niveau. Alors les consciences ne sont pas toutes au même niveau, mais les entreprises ont beaucoup fait ce qu'on appelle la fresque du climat, etc. Donc, et c'est plutôt des grandes entreprises, mais aussi des petites. La sensibilisation n'est absolument pas terminée, il y a encore beaucoup de travail. Le problème, c'est de passer de la sensibilisation à la formation, de la formation à verdir les référentiels de formation, de certification, que tous les métiers aient cette dimension. C'est-à-dire que vous, acteur de la compétence, vous dites aussi à votre réseau des 1300 entreprises, vous aussi verdissez vos programmes, glissez des sujets. C'est un message que vous envoyez au réseau aussi. Clairement, verdir ces programmes et dans le même temps, puisque c'est une relation entre des besoins de formation et une réponse, une offre de formation, les entreprises sont en train d'acheter de la formation avec des critères RSE. Donc c'est à la fois les contenus de formation, mais la façon dont on forme. Il faut jouer sur les deux. Ça veut dire qu'il faut faire de la formation de formateurs de manière extrêmement massive et en tout cas plus importante que ça ne l'est aujourd'hui. Entièrement d'accord. Juste un mot quand même sur l'identification des besoins.
Vous dites les entreprises, c'est pas tout à fait bien cadré. Est-ce que c'est pas du rôle aussi des acteurs de la compétence d'apporter, je dirais, je le dis vulgairement, sur étagère, des produits un peu plus clés en main? Alors, vous avez raison, la formation est aussi un marché d'offres, Oui. c'est aussi à l'offre de. Mais à partir du moment où il y a une proposition, si elle se traduit jamais dans les actes, le phénomène se répandra pas. C'est pour ça que Oui, bien sûr. il y a des initiatives, il y a des choses, c'est pas nouveau, c'est peut-être récent, mais c'est pas nouveau, et donc il y a des organismes même spécialisés. Je pense que la filière de la formation est prête. Et pour massifier le sujet, il faut véritablement que la demande soit là et qu'on accompagne surtout tous les acteurs. Juste un chiffre avant de nous quitter, 880 000 sources secrétariat général à la planification écologique, chiffre important, 880 000 actifs à recruter et former d'ici à 2030. Alors, il y a vraiment l'idée qu'il y a de la route à faire, mais vous, côté formation, vous dites qu'il y a quand même du grain à moudre, là. Il y a quand même beaucoup de programmes à déployer, quand même. Alors, ce sera d'autant plus difficile qu'en plus, avec l'évolution de la démographie, ça va être difficile. C'est pas forcément des métiers d'accès, c'est aussi des métiers de reconversion et de transition. Et ce que vous dites est extrêmement important. Il faut que non seulement on verdisse nos activités, nos métiers, mais qu'aussi il y a un vrai mouvement d'accompagnement pour que les personnes puissent se reconvertir vers ces métiers-là qui seront extrêmement importants. Avant de nous quitter, aujourd'hui, vous parliez face caméra aux entreprises, pas aux entreprises de la formation, mais à celles qui sentent qu'il faut faire quelque chose, mais ne savent pas trop par quel bout le prendre, en fait. Alors la première chose, c'est que ne pas opposer, parce qu'aujourd'hui il y a un peu un mouvement entre l'intelligence artificielle et la RSE. Oui. L'intelligence artificielle a également un impact carbone qu'il ne faut pas négliger. Mais Stockage, data. Clairement, mais ça peut être aussi un levier pour travailler différemment et faire autrement. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas à se poser la question de faire soit l'un, soit l'autre, même si la temporalité paraît différente. Travailler sur la RSE, acheter des parcours de formation, engager ses salariés vers des façons de travailler différentes, c'est vraiment préparer l'avenir et c'est gérer la survie à long terme, très clairement. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Jéric, sur la prise de conscience et au-delà sur l'engagement concret de faire des formations en direction des entreprises. Merci Claire Kécha, vous êtes, je le rappelle, déléguée générale des acteurs de la compétence, 1300 organismes de formation réunis au sein des acteurs de la compétence. Merci à vous. De nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, et on va s'intéresser à l'IA. Bah tiens, on vient d'en parler justement. Est-ce que l'IA ruine-t-elle les recruteurs? Le titre est accrocheur. C'est vrai que certains recruteurs se disent, mais avec la machine, plus besoin d'aller chercher des fiches sur LinkedIn. C'est pas si simple. On en parle avec nos experts, les invités de Smart Job. Le cercle RH pour parler de l'IA, il est sur toutes les lèvres, l'IA, mais on va s'y intéresser à l'aune de notre émission Smart Job, l'IA, les recruteurs, mais attention, il y a les candidats aussi, parce que les candidats utilisent beaucoup l'outil, je ne voudrais pas qu'on les oublie. L'IA est un peu le centre de gravité finalement autour de tout cela, et on en parle avec mes invités. Est-ce que l'IA est en train de ruiner les services de recrutement, les cabinets de recrutement qui se posent milliards de questions? Après tout, l'outil est plus efficace et plus rapide, et moins cher, dit-on. On en parle avec vous, Mickaël Giage, vous êtes responsable des études chez Job Teaser. On fera un point aussi avec des chiffres, une analyse peut-être un peu plus détaillée sur la réalité de ce marché. Et avec nous, Cyril Queneau. Bonjour Cyril, senior partner RH et transformation chez SIA. J'ouvrais le débat en disant finalement que l'IA ne ruinait peut-être pas uniquement les recruteurs, mais pouvait peut-être aussi, entre guillemets, ruiner les candidats. J'ai juste envie de démarrer par les candidats. J'ai lu une étude, peut-être chez vous, où on découvre en fait que les candidats sont très 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 preneurs d'IA. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de biais. J'ai pas quelqu'un en face de moi qui va me regarder bizarrement. Et il y a une forme de neutralité de l'outil informatique. Est-ce que ça, vous le confirmez? Oui, Alors, tout d'abord, il y a un taux d'usage de l'IA dans les candidatures qui est très fort. Colossal. Qui est colossal. Il y a un niveau d'adoption qui est inouï sur les 2 dernières années pour les candidats. Et ça, notre dernière étude le montre. Elle a été réalisée il y a 6 mois. Plus de 3/4 des candidats utilisent l'IA dans les process de recrutement. Aujourd'hui, on doit être autour de 90%. Donc, il y a une confiance qui est très forte sur ces outils-là, notamment côté candidat. On avait ce chiffre tiré de votre étude de 2025 qui est très fraîche. 72%, c'est la proportion de jeunes candidats qui utilisent déjà des outils d'IA génératifs pour préparer leurs entretiens. Ce n'est pas un envoi d'IA direct du CV qui part comme ça. Il y a les 2 cas de figure. C'est ça, hein? Ouais, il y a les 2 cas de figure, mais effectivement, pour préparer l'entretien, l'utilisation est massive.
Qu'est-ce que vous en pensez de notre question pour la gratter? Est-ce que l'IA est en train de ruiner les recruteurs? Et je rajoute, est en train aussi, pas de les ruiner, mais de les déstabiliser, ces candidats, qui appuient comme ça sur le bouton et qui envoient des milliers et milliers de candidatures. On ne sait pas trop où ça va, si ça arrive ou pas. Alors, côté candidat, comme évoqué, avec finalement 80% de ces candidats qui utilisent l'IA, les recruteurs ont le devoir de très vite basculer dans ce monde de l'IA, côté de l'entreprise, côté du process de recrutement, plus globalement du process de gestion des talents. Donc, c'est-à-dire utiliser l'outil IA pour faire de la préqualification. Alors complètement, mais ça va plus loin avec des analyses qui sont poussées et un recentrage évident sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et en automatisant, en faisant complètement évoluer toutes les fonctions, toutes les tâches administratives. Donc c'est une réalité et bien évidemment les entreprises se doivent maintenant de repenser leur fonction recrutement en intégrant cette composante d'IA, permettant d'un côté des candidats augmentés et de l'autre côté des recruteurs aussi qui se doivent d'être augmentés. Dans l'étude Job Teaser, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ne pas voir l'IA comme une triche, mais comme une compétence. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que c'est compliqué. Le recruteur se dit, mais finalement, tous les CV vont se ressembler puisqu'ils passent tous par la par la moulinette de l'IA. Comment je vais pouvoir faire la différence entre des talents, entre celui que je veux garder et celui que je ne prends pas? Ça, c'est un vrai sujet quand même. Tout à fait, c'est un vrai sujet qu'on voit de plus en plus émerger auprès de nos clients. Aujourd'hui, ça pose les questions. Comment, en tant que recruteur, on distingue un top candidat ou du moins celui qui matche le mieux avec son offre à l'heure où il est hyper facile de faire des CV parfaits, des lettres de motivation béton, etc. Donc, ça commence à poser des questions sur comment revoir un peu les process de recrutement. Comment apporter peut-être davantage de relationnel dans ces process. Et ce qu'on commence à voir arriver, c'est un retour notamment vers plus de présentiel dans ces process de recrutement, sur les phases d'entretien, sur les cas pratiques. Physiquement, à l'oral. Physiquement, tout à fait. Et pour aussi juger davantage des soft skills, des capacités relationnelles, plutôt que des capacités techniques qui deviennent de plus en plus une commodité. Et Donc Cyril Fueno, ça rejoint ce que vous dites. C'est un outil en amont. On reviendra peut-être, si on a le temps, sur l'IA Act qui cadre quand même pas mal les outils techniques. Mais on est en amont, mais on ne retire pas la phase, j'irais pour des seniors cette fois-ci, d'accueillir quelqu'un pour l'entendre. Alors il faudra même la renforcer, cette phase, c'est-à-dire concentrer le temps maximal sur ces entretiens et ces entretiens qui seront amenés, qui auront été préparés par l'utilisation d'outils, notamment les ATS, les Applicant Tracking Systems, qui dopés à l'IA vont pouvoir mettre en place un certain nombre de filtres beaucoup plus sélectifs, vont pouvoir travailler sur un volume beaucoup plus important et finalement avoir des candidatures qui seront probablement meilleures. Voilà, et donc de la capacité à pouvoir donc analyser... on ne gagne pas de temps, Cyril, dans ce que vous me décrivez. On ne gagne pas de temps, là, parce qu'il faut quand même préqualifier. La machine va trier. De ce tri, il faut quand même en extraire la substantifique moelle. On ne gagne pas de temps. On gagne beaucoup de temps. Ah. On gagne beaucoup de temps parce que la machine va permettre ce gain de temps sur des volumes beaucoup plus importants. Donc de la capacité finalement d'avoir des dossiers qui seront directement utilisables et avec une évolution profonde par rapport à une approche qui était basée sur le CV de la lettre de motivation, où là on va s'orienter, fini les lettres de motivation, fini les questionnaires, on va s'orienter sur des dossiers, des informations sur lesquelles on aura une vision assez précise des compétences. Alors les compétences... Et des soft skills d'ailleurs. Alors les compétences, les hard skills, les compétences métiers, les compétences techniques, et là aussi on voit cette révolution sur la capacité à évaluer des soft skills, allant jusqu'à des éléments de performance managériale, de sensibilité, voire de gestion des émotions. Tout dépend évidemment du type de recrutement que l'on fait, la manière dont on va faire évoluer, parce que sur des postes de direction ou de management, il y a parfois 4 ou 5 entretiens en physique avant même qu'il y ait l'accès à l'emploi. Tout à fait. Mickaël, il y a quand même cette information que je trouve intéressante. Alors, tout nous vient des États-Unis, vous savez, on met 10 ans à le recevoir, mais ça arrive un jour. Aux États-Unis, le volume d'embauche des profils juniors a été divisé par 2 en 5 ans. Moins 25% sur les dernières années, c'est les tâches dévolues aux juniors, c'est-à-dire à ceux qui rentrent dans la boîte et à qui on donnait ces premières tâches pour se faire la main. Sauf qu'avec l'IA, ils n'ont plus accès à ces emplois. Là, c'est le volet négatif de l'IA. Effectivement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. On commence à le voir en France.
C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un vrai effet ciseau pour ces jeunes diplômés qui rentrent sur le marché de l'emploi. Déjà, ils font face à une conjoncture économique qui s'est dégradée sur ces derniers mois. Et c'est accentué par l'automatisation de certaines tâches, notamment via les outils d'IA. Je pense à certains métiers, notamment les métiers de développeurs juniors. Ouais. Aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. La machine les remplace, on est d'accord. Sur certaines tâches, sur du codage, sur du débogage, qui peuvent être effectuées de façon automatique. Et aujourd'hui, sur les profils juniors, ils ont beaucoup de mal à trouver. Ça concerne aussi d'autres filières de métiers, sur les métiers juridiques, les métiers de la finance, du commerce. Il y a beaucoup de tâches automatisables. Tous les métiers où l'IA a de la data. Hein. Tout à fait. Et de l'autre côté, ça pousse aussi bon nombre de recruteurs à déporter les recrutements sur des profils un peu plus expérimentés, 2 à 5 ans d'expérience, qui vont avoir un peu plus de recul, un peu plus de maturité. Et aujourd'hui, ça commence à devenir un vrai problème pour ces jeunes diplômés qui sortent d'études. Donc on va finir par recruter de plus en plus de seniors parce qu'eux, ils ont les compétences. Et effectivement, il y aura une difficulté d'entrée sur le marché de l'emploi pour les jeunes, parce que c'est ce qui est évoqué dans ce chiffre américain. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'évolution de ces outils et sur le fait qu'on peut arriver à une situation de type américaine, c'est-à-dire que le jeune sera bloqué parce qu'on lui dira on n'a rien à vous donner, la machine fait déjà le job. Comment vous l'analysez chez SIA, ça? Alors, on le voit sur certaines filières, comme évoqué dans le secteur de l'informatique, du développement, mais on voit aussi d'autres filières qui embauchent massivement des profils, et notamment cette filière de compétences sur le volet IA, où tout le périmètre relatif à la cybersécurité, et puis des filières d'expertise qui se développent de plus en plus, mais dans tous les cas qui vont venir se combiner avec une partie d'IA. Donc, en gros... On ne pense jamais totalement les emplois perdus dans le juridique, la communication, enfin, je ne sais pas. Non, mais qui vont faire évoluer le métier d'avocat, qui vont faire évoluer le métier de comptable, même le métier de consultant. En tant que consultant aujourd'hui, on utilise l'IA dans la structuration. Il faut le dire aux clients. Bien sûr. Bonjour, j'ai utilisé l'IA. Ah, mais on va plus loin que ça. On propose notre outil d'intelligence artificielle générative, SIA GPT, gratuitement auprès de nos clients en disant vous avez un dispositif. Et vous y avez accès. Et vous y avez accès et vous pouvez l'utiliser dans le cadre des interventions de conseil. Toujours l'étude Job Teaser, elle est quand même très riche. Allez la voir parce qu'on n'en donne que quelques extraits, mais sur les actions où l'IA est envisagée, 63% écrire, améliorer le dossier de candidature, si c'est vos premiers mots de l'émission. 62% lister des questions clés pour l'entretien. 50% obtenir des infos sur l'entreprise, ce qui n'est pas bête. 44% écrire ou améliorer son CV, 42% rédiger des messages pour les recruteurs. Je m'arrête un instant sur les 42% pour écrire des messages aux recruteurs. J'ai parlé avec un DRH la semaine dernière qui me disait on est submergé d'envois comme ça un peu mécaniques, un peu massifs, et en fait on n'arrive même pas à le traiter. Est-ce que ça, vous avez aussi cette difficulté-là? Oui, c'est ce qu'on voit et c'est ce que nous remonte bon nombre de nos clients, qui est que depuis plusieurs mois, il y a un essor des candidatures qui est monstrueux, qui est en partie poussé par l'utilisation d'outils qui permettent de postuler en masse, c'est-à-dire en un clic, on va pouvoir postuler à une centaine d'offres. Donc aujourd'hui, c'est complètement fou ça quand même, quand on y pense. Oui, et c'est que le début. Et c'est un vrai enjeu pour les organisations, parce que de l'autre côté, on a aussi des ressources de traitement qui sont limitées. Mais bien sûr. Et ça pose les questions des stratégies à mettre en place par les équipes de recrutement pour capter les bons profils. Là où sur ces dernières années, on était dans une logique de ROI, c'est-à-dire pour une offre postée, recevoir le plus de candidatures possible, on arrive de plus en plus vers une logique qualitativiste. Bien sûr. Et notamment vers des méthodologies de sourcing actif pour aller chercher dans un vivier les meilleurs candidats qui correspondent au profil du poste. C'est même à tomber fou parce qu'on lui parle de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et on voit que dans d'autres, le RH va recevoir 10 000, 100 000, 300 000 candidatures, ce qui fait que c'est ingérable. Vous vouliez rajouter quelque chose, Cyril? D'un autre côté, se plaindre du volume, c'est regretter d'avoir trop d'opportunités. Et l'enjeu de l'IA, c'est ce tamis qui devrait permettre de transformer la masse en valeur. Alors, on n'y est pas tout de suite, mais la puissance... Le RH à qui j'ai parlé m'a dit qu'il avait d'énormes difficultés techniques même. Pour le moment, mais de plus en plus, il va pouvoir y avoir cette capacité d'analyse, de priorisation et de segmentation. En fait, la vraie difficulté va être de comprendre s'il y a une démarche réelle du candidat ou si c'est effectivement un envoi massif. Et comment s'assurer qu'il y a un ciblage et donc une motivation réelle du candidat pour entrer dans une entreprise. Pour boucler la boucle, on parle beaucoup des recruteurs, des métiers qui se transforment, des outils, de la manière dont ils sont abreuvés
de CV, mais la notion de biais, on se souvient d'Amazon qui avait fait un biais qui avait été d'ailleurs pointé du doigt dans les médias, mais les candidats disent je préfère aller sur l'IA, au moins j'ai pas de biais. Ça, vous le confirmez ou pas? Parce que la machine a forcément des biais, elle a été faite par des humains. Elle a des biais, effectivement. Les candidats n'en ont pas forcément tous conscience. Eh oui. Et de leur côté, il y a aussi un vrai niveau de confiance qui est accordé de façon générale à l'IA. Au-delà des questions du recrutement, ils l'utilisent aujourd'hui dans leur vie de tous les jours, sur tous les sujets, et de plus en plus. Même leur déclaration d'amour, c'est tout juste il ne faut pas l'écrire sur l'IA, comme ça on est sûr d'avoir un truc un peu packagé. Alors il y a un côté un peu inquiétant, on en parlait sur la dimension des parcours pédagogiques actuels, où effectivement les jeunes, étudiants, mais avant étudiants, Lycéens, donc les adolescents, profs s'arrachent les cheveux. Complètement, parce qu'au-delà du fait que maintenant 80% des devoirs peuvent être générés par l'IA, il y a une relation qui se crée d'intimité fusionnelle, émotionnelle avec l'outil d'IA, peut-être plus qu'avec les parents. C'est terrible, donc on communique plus avec son IA qu'avec ses parents, ce qui veut dire quand même que les recruteurs ont de belles années devant eux s'ils veulent recruter des pépites et pouvoir avoir un échange humain, c'est quand même l'enjeu là derrière. Il y a effectivement l'enjeu de remettre davantage d'humain, de proximité au cœur des relations. Et puis, il y a aussi un autre enjeu pour les organisations, notamment sur les profils juniors, c'est de faire évoluer aussi les fiches de poste, de profiter de l'automatisation de certaines tâches de l'IA pour faire monter des juniors plus vite en compétences, en responsabilité, en autonomie. On sait aujourd'hui que la fidélisation des profils juniors, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Exact. Et c'est peut-être une des solutions. Vous rejoignez là, Mickaël, sur ce sujet. On fait tout de suite plus vite monter en compétences le junior parce que le job qu'il aurait pris, il n'existe plus. Donc il faut lui faire confiance. Alors, il faut le faire confiance, il faut accepter de passer dans cette logique de métier augmenté, avec l'appui de la machine. Et puis, c'est aussi un élément d'attractivité. Les entreprises qui vont proposer des parcours intégrant l'IA ou l'inclusion de l'IA dans les parcours de carrière et donc dans les compétences seront des entreprises qui auront un élément différenciateur. Ceux qui n'ont jamais utilisé l'IA, Mickaël, sera le dernier mot, sont sortis du jeu, où on a le droit encore de ne pas utiliser l'IA pour envoyer sa lettre de motif et son CV. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. On peut le faire sans IA, heureusement, mais je pense qu'il faut le faire de façon authentique et extrêmement personnalisée. C'est vraiment ce qui va faire la différence sur les process. Donc il y a encore de la place pour l'artisanat. Je ne sais pas si c'est l'artisanat, mais en tout cas, il y a de la place pour la fonction recrutement, mais une fonction recrutement qui va évoluer significativement. Qui est en pleine révolution. Qui est en pleine révolution, mais comme beaucoup de fonctions, si on reste dans la filière RH, c'est valable pour l'ensemble de la chaîne sur le talent management, la gestion des talents au sens large. Merci à vous deux, messieurs. On n'a pas parlé de l'IA Act qui vient cadrer tout ça, qui est un texte qui a mis du temps à accoucher, mais qui existe, un peu amputé d'ailleurs. Mickaël Giage, merci d'être venu sur notre plateau, responsable des études chez Job Teaser, études passionnantes, allez la voir. Et Cyril Queno, senior partner RH transformation chez SIA. C'est un vrai plaisir de partager cette émission. Donc les recruteurs qui nous regardent, bon, il y a encore un petit peu de travail, il y a encore beaucoup de travail même. On tourne une page tout de suite, on s'intéresse à la féminisation et à l'alternance avec l'Opco Atlas. Fenêtre sur l'emploi pour parler de la féminisation et de l'alternance. Deux défis importants pour former 60 000 ingénieurs. Mathieu Carrier, merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Job, directeur des politiques de branche au sein de l'Opco Atlas. L'Opco Atlas, c'est les métiers de la banque, de l'assurance, du conseil. Tout à fait. Conseil élargi qui inclut du coup le numérique et également du coup l'ingénierie. Concrètement, l'objectif, la barre est haute, 60 000 alternantes pour aller vers Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez faire? Parce qu'on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui nous disent nos écoles, c'est super, elles sont bien, mais on n'a pas assez de filles. C'est ça le sujet en fait qui est posé. Alors le sujet, c'est 60 000 ingénieurs. Aujourd'hui, pour soutenir du coup l'évolution, la transition écologique, la transition numérique, on a besoin en France, dans l'économie française, de 60 000 ingénieurs formés par an. On en est à 46 500. Donc aujourd'hui, il y a un déficit à peu près de 15 000 ingénieurs. Il faut trouver les moyens d'arriver à former plus d'ingénieurs. Et une des pistes, c'est justement de féminiser un peu plus du coup la formation des ingénieurs.
Alors, l'Opco Atlas, évidemment, c'est une tour de contrôle qui va créer des programmes de formation, des modules de formation. Comment vous allez vous y prendre concrètement? Alors nous, on est avant tout des financeurs, et donc on travaille avec des écoles, des universités, et notamment du coup les écoles d'ingénieurs. Et notre volonté, c'est de nous rapprocher des écoles d'ingénieurs pour les inviter à former plus de jeunes à travers notamment l'alternance, parce que l'alternance reste assez peu implantée dans les écoles d'ingénieurs. C'est vrai. Pourtant, il y a des bénéfices réels qu'on a mesurés à travers notre étude. Alors, l'alternance, on a bien vu l'objectif vers les écoles. On fait de l'alternance, entreprise et formation, on connaît. Pour la féminisation, parce qu'on voit qu'il y a quand même des freins, un plafond de verre, un frein psychologique. Les filles vont pas forcément vers les filières de maths. Comment vous allez faire là? Alors c'est un vrai travail qu'il faut prendre dès l'école. En fait, on a regardé à travers l'étude, les études qui existaient déjà, on s'aperçoit qu'il y a déjà un changement qui intervient au niveau du CP. C'est-à-dire que les élèves, les jeunes qui rentrent au CP ont le même niveau en mathématiques que soit un garçon ou une fille. Dès la moitié du CP, on constate des écarts. Et ça, c'est pas lié du tout aux capacités, c'est lié aux biais d'orientation, notamment de la famille, de l'environnement proche. Et peut-être même de l'instituteur, non, j'imagine. Exactement. Et qui favorise peut-être plus les garçons qui font des maths. Ils sont bons en maths. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez, vous, l'Opco Atlas, faire des grands webinaires auprès des instituteurs dès le CP? Alors, on a des actions dans les écoles. Alors, c'est pas le cœur de notre activité, mais c'est important. C'est important au niveau des écoles, au niveau des collèges, pour expliquer, pour avoir des rôles modèles, pour pouvoir avoir des témoignages aujourd'hui de jeunes filles qui ont réussi leur parcours professionnel, qui ont suivi du coup une école d'ingénieur, et avoir ces rôles modèles auprès des collégiens et des lycéens. Après, on a des actions très opérationnelles aussi, avec la création, par exemple, pour notre secteur de l'ingénierie, d'un livre pour enfants qui explique tous les pouvoirs de l'ingénierie et la bande dessinée qui est mise en œuvre. Elle raconte l'histoire d'une petite fille qui s'intéresse à l'ingénierie. Mais c'est intéressant, l'Opco Atlas, c'est de la formation, vous financez, vous accompagnez. On voit quand même que vous avez poussé la réflexion jusqu'au CP, jusqu'à la petite enfance. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu démarre quand on a 5 et 6 ans. Tout part de là, en fait. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir une bagarre de plus en plus importante finalement entre les secteurs, entre les entreprises pour trouver les bons profils. Et les bons profils demain, ça sera en partie ces profils scientifiques parce qu'ils se font de plus en plus rares. Et donc, il faut redorer en fait l'image du coup des domaines scientifiques et y intéresser le plus grand nombre. L'objectif, c'est quoi? La durée, il manque 15 000 ingénieurs, femmes, ou ingénieurs tout court d'ailleurs. Là, au global, sur l'ensemble des ingénieurs, on est combien en répartition femmes et hommes? Majoritairement des hommes, là, aujourd'hui, non? 29% des élèves d'ingénieurs qui sortent d'école sont des femmes. Donc c'est moins d'un tiers qui sont des femmes. L'objectif, c'est de tendre vers une parité et dépasser au moins les 40% pour trouver un certain équilibre. Donc ça veut dire que vous, l'Opco, vous allez dynamiser, financer des programmes, des écoles, pour qu'elles s'engagent plus fortement, pour qu'elles communiquent, concrètement? Alors, on va travailler sur des opérations ensemble. Déjà, je le disais, notamment dans les lycées, nous, on intervient côté Opco Atlas dans les lycées à travers nos journées orientation alternance pour présenter du coup des parcours types et puis sortir un peu des sentiers battus. On a vraiment des témoignages assez intéressants qu'on a présentés il y a quelques semaines d'une jeune femme qui a suivi du coup une école d'ingénieur dans la cybersécurité et qui est venue témoigner auprès des jeunes filles. C'est intéressant la cyber, parce que c'est vraiment les hommes, c'est majoritairement des hommes. Exactement. Et ce qui est intéressant quand on regarde à travers l'étude, c'est qu'effectivement la répartition homme-femme est extrêmement genrée. C'est-à-dire que les jeunes filles ont tendance à aller dans les écoles d'ingénieurs plutôt sur les domaines, par exemple, de l'agronomie. Là où finalement les jeunes garçons ont plutôt tendance à aller sur les sciences un peu dures et sur le numérique en particulier. Et donc il faut qu'on arrive à déconstruire ce schéma-là. Votre travail, effectivement, à travers vos actions, on l'a entendu pas seul, accompagner des écoles, c'est de déconstruire les stéréotypes de genre. C'est ça l'idée? Exactement, déconstruire des stéréotypes de genre et puis apporter aussi plus de mixité sociale et c'est ce que permettra du coup l'alternance parce qu'on voit la différence, il y a 2 fois plus de jeunes qui sont de milieux peu favorisés grâce à l'alternance par rapport à la voie scolaire classique. Merci Mathieu Carrier, nous sommes très en retard, directeur des politiques de branche Atlas, allez sur le site de l'Opco Atlas, allez voir les initiatives. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci évidemment à Nicolas Juchat et à toute l'équipe de programmation. Je vous dis à bientôt, bye bye.